Merci Elena. Donc effectivement, l'objet de ma partie, ça va être de vous présenter. On l'a supprimé et les éléments qu'il intégrait ont été reportés, j'allais dire, en annexe. Et on a également, ça sera peut-être évoqué après, supprimé la présentation agrégée qu'on avait précédemment pour les OPC à compartiment. Donc ce sont des modifications qui sont quand même très significatives. L'autre point, donc je l'ai évoqué juste avant, ces modifications, ce ne sont pas uniquement des modifications pour les administrateurs de fonds, même si ça va concerner évidemment énormément les administrateurs de fonds. Ce sont des changements qui impliquent une chaîne d'acteurs. Les sociétés de gestion, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont donc la responsabilité juridique de ces comptes. Et voilà, je suis toujours là pour la rappeler. C'est un peu mon leitmotiv à l'AFG. Bon, les administrateurs de fonds, évidemment, parce que c'est notre vie quotidienne. Bien sûr, nos amis commissaires aux comptes, hein, qui auditent ces comptes et qui vont probablement également avoir un certain nombre de procédures à modifier. Et bien entendu, également d'autres acteurs, comme les dépositaires, les régulateurs. Et je voudrais également dire un mot pour les investisseurs. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais un certain nombre d'investisseurs, enfin d'abord les investisseurs, pardon, sont les destinataires finaux de ces comptes, hein, bien entendu, et un certain nombre d'entre eux peuvent utiliser directement des résultantes de la comptabilité, et donc ça les impliquera probablement également. Alors pour entrer maintenant un petit peu dans le détail, je vais avoir trois parties, je veux dire assez classiques, hein, ça ne va pas beaucoup vous surprendre, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Bon, pour le bilan, ce sont principalement des modifications de forme et de terminologie qui résultent éventuellement d'autres modifications réglementaires comme celle du Code monétaire et financier. Dans cette catégorie-là, on voit que la terminologie titre financier remplace la terminologie qu'on avait précédemment d'instruments financiers. On a également instruments financiers à terme qui remplace contrat financier. Et plus généralement, on a l'ajout du terme financier dans pas mal de rubriques. Ensuite, on a également davantage de distinctions ou des présentations un peu différentes de ce que l'on avait précédemment. Par exemple, les obligations convertibles sont maintenant présentées dans une rubrique distincte des autres obligations. Précédemment, on avait toutes les obligations dans la même rubrique. Là, le fait de les isoler, évidemment, permet d'avoir une meilleure visibilité sur le contenu du bilan. On a également revu la classification des parts d'OPC détenues par l'OPC dont on fait les comptes annuels. Et on a trois catégories, OPC, VMEFIA et autres OPC, qui permet là aussi de bien coller au reste de la réglementation. C'était des sujets sur lesquels on avait parfois certaines difficultés d'application dans la période intermédiaire. Quand on passe au bilan passif, on retrouve trois rubriques principales. La première, ce sont les capitaux propres et les passifs de financement. La deuxième, les passifs éligibles et ensuite les autres passifs. Bon, un point important, c'est évidemment qu'on va avoir le résultat net et qui va comprendre, j'y reviendrai encore, les revenus, bien entendu comme par le passé, mais également les plus et moins-values réalisées et l'attente de l'exercice. Tout ça, évidemment, étant totalement en lien avec le compte de résultat qu'on verra après. Les autres modifications sont des modifications plutôt d'ordre terminologique que je ne vais pas vous détailler ici, que vous pourrez retrouver dans le guide. Donc, on va s'appesantir un petit peu davantage sur le compte de résultat puisque ce sont des modifications majeures. Peut-être un mot d'introduction par rapport à ça. Vous savez sans doute que le compte de résultat d'un OPC depuis l'origine ne contenait que les revenus, déduction faite des charges. C'est-à-dire qu'on avait dans la partie revenus les intérêts, arrérages, dividendes, etc. Mais le compte de résultat n'incluait absolument pas les plus et moins-values, l'attente ou réalisé, qui étaient comptabilisés directement en classe 1. Ça, la raison de cela est historique et d'origine fiscale, hein, puisque le premier plan comptable qui avait été fait et qui a été conservé un certain temps était calqué finalement assez étrangement sur la fiscalité des particuliers. Et donc, on voulait faire
apparaître dans le compte de résultat uniquement ce qui était fiscalisable sous cette forme entre les mains d'un porteur personne physique. Bon, ça nous est apparu après quelques dizaines d'années comme un peu obsolète, d'une part parce que les règles fiscales avaient évolué et d'autre part parce que en général tout le monde s'interrogeait beaucoup sur le fait de savoir, de voir qu'on n'avait pas une bonne partie de la performance du fonds comptabilisée dans le compte de résultat. Donc, on a fait un pas majeur. On a donc maintenant intégré dans le compte de résultat les plus et moins-values latentes. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Ça conduit à un compte de résultat qui est assez sensiblement plus long et plus détaillé qu'il ne l'était précédemment. Pas seulement d'ailleurs du fait des plus et moins-values. Donc sur ce slide-là, que vous avez en ligne, c'est une présentation synthétique que j'ai indiquée. Il est important de noter qu'on a également une présentation plus granulaire et plus précise que par le passé pour les produits et les charges. Donc les produits sur opérations financières sont maintenant détaillés en 9 rubriques distinctes par instruments financiers, par type d'instrument. Les charges sont également détaillées bien davantage, en 7 rubriques en l'occurrence, et là on est par type d'opération. Les autres produits comprennent les rétrocessions de frais de gestion, les versements de garantie, et les autres charges comprennent évidemment notamment les frais de gestion. Ça finalement c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait avant, mais de manière plus détaillée. La deuxième partie du tableau donc, intègre ce que j'évoque déjà depuis quelques temps, c'est-à-dire les plus et moins-values réalisées nettes. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'évidemment, les plus et moins-values sont désormais comptabilisées en classe 6 et 7. Elles étaient par le passé comptabilisées en classe 1, c'est-à-dire directement dans les capitaux propres. On voit évidemment corrélativement, également, et dans l'exemple que Yves a montré, on a pu le voir, on voit les frais de transaction externes qui sont également comptabilisés en classe 6, les frais de recherche, etc., les plus-values restituées aux assureurs. Donc beaucoup de choses qui passaient évidemment directement en classe 1 sont désormais en classe 6 et 7 et dans le compte de résultat. Corrélativement également, vous savez qu'on calculait déjà des comptes de régularisation sur les revenus, et bien maintenant on va calculer des comptes de régularisation sur les plus et moins-values, je vais dire de la même manière. On a la même approche pour les plus et moins-values latentes, où on intègre évidemment les variations de plus et moins-values latentes d'un exercice à l'autre, les écarts de change, etc. Voilà, donc ça constitue une évolution très forte et on pense que ça donnera une meilleure compréhension aux lecteurs de ces comptes, notamment aux investisseurs, sur le compte de résultat du fonds. Également, dans la dernière partie du compte de résultat, on va retrouver les acomptes. Vous savez qu'un fonds peut distribuer en cours d'exercice des acomptes et on aura ici un certain nombre d'éléments d'information en distinguant les acomptes qui sont versés au titre de l'exercice sur les revenus, sur les plus et moins-values réalisées, et sur les plus et moins-values latentes. Évidemment, le fonds devra suivre par ailleurs les règles de son prospectus et de sa nature par rapport à ça. On a également prévu une nouvelle rubrique qui est l'impôt sur le résultat, puisque pour les SFS peuvent payer de l'impôt sur le résultat et donc il était utile qu'on ait également cette rubrique. Et donc finalement, après tout ça, on arrive au résultat net qui est donc évidemment affiché en dernière ligne de compte de résultat et qu'on retrouve également, je l'ai vaguement montré tout à l'heure, au passif du bilan. Si on passe maintenant à l'annexe, alors je ne vais pas vous égrener tous les tableaux de l'annexe, un certain nombre d'entre eux n'ont que des changements mineurs. Je me suis donc concentré sur les modifications substantielles qu'il y avait. Et pour ça, je me suis aidé du guide. J'ai fait comme Yves vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis allé chercher dans le guide et puis j'ai extrait les éléments qui étaient intéressants par rapport à ça. Donc je peux vous confirmer que ça marche bien. Première chose, on a donc un tableau d'évolution des capitaux propres. Donc c'est un tableau qui est un peu différent de celui qu'on avait dans le passé.
passé. Dans le passé, vous savez que ça s'appelait le tableau d'évolution de l'actif net. Il est donc remplacé par ce nouveau tableau qui présente donc des variations au niveau du passif, hein, bien sûr, et qui sont relatives aux souscriptions et rachats d'une part, au compte de résultats modifié comme je l'ai expliqué précédemment, et également bien sûr aux distributions de l'exercice antérieur et aux acomptes versés. Sinon, la philosophie de ce tableau reste un peu la même que celle qu'on avait dans le passé. Un point important également, c'est la ventilation de l'actif net par nature de part. Alors pour les fonds de capital investissement, on avait déjà ce type de ventilation, mais maintenant ce type de ventilation concerne tous les OPC. Donc on doit effectivement avoir la ventilation de l'actif par nature de part pour tous les types de fonds, et donc s'y ajoute également donc, à l'intérieur de ça les caractéristiques des différentes catégories de parts, qui sont des informations qu'évidemment on peut reprendre, voire on doit reprendre du prospectus pour être complètement homogène avec ce qui est décrit par ailleurs aux investisseurs. Je continue également avec un nouveau tableau, quelque chose de totalement nouveau. On présente maintenant en annexe les expositions indirectes pour les OPC de multigestion. Qui dit OPC de multigestion dit que ce tableau ne s'applique qu'aux OPC qui sont investis à plus de 10% dans d'autres OPC. Pour ces OPC-là, on a donc ce tableau à présenter et il va distinguer ligne par ligne. Et il faut que l'ensemble des lignes que l'on va détailler aille jusqu'à représenter à minima 80% des montants investis en OPC. Donc bon, les 20% restants, on va les ignorer si on le souhaite, hein. Et pour chaque ligne, on va indiquer un certain nombre d'informations sur le fonds que l'on détient, c'est-à-dire évidemment son code ISIN et sa dénomination, mais également sa société de gestion, l'orientation de ses placements, le pays de domiciliation, etc. L'objectif, hein, vous le comprenez, c'est d'avoir davantage de transparence pour les OPC de multigestion. Donc on a prévu, et c'est indiqué je crois dans le guide, qu'on ferait probablement un groupe de travail sur ce sujet pour ce qui concerne la thématique orientation des placements et style de gestion, qui n'est pas forcément si évidente que cela. Ensuite, on a donc un inventaire du bilan et du hors-bilan. Je vous ai indiqué que le tableau de hors-bilan qui était après le bilan a été supprimé. On va retrouver dans ce tableau-là tous les éléments d'inventaire. La nouveauté là-dedans, c'est qu'on inclut également la mention des secteurs d'activité. Donc c'est également une information nouvelle qui n'est pas forcément non plus extrêmement évidente à trouver. On a un certain nombre de références sur des bases de données, mais ça sera sans doute un point d'attention au moins au début de l'implémentation de ce nouveau compte. Donc on retrouve également l'inventaire des instruments financiers à terme, qui constitue donc désormais une partie de l'inventaire que je viens d'évoquer ici, et c'est donc présenté tout est présenté par nature de marché, actions, taux d'intérêt, etc. Là je vous ai mis un seul exemple, mais on a le même tableau pour les actions, les taux d'intérêt, les taux de change, le change, pardon, le risque de crédit et les autres expositions. Donc c'est une série de tableaux qui viennent les uns après les autres pour présenter les éléments de bilan et de hors bilan. Ça n'inclut pas, juste une petite précision, les IFT qui sont utilisés en couverture d'une catégorie de parts spécifique. Que puis-je vous dire d'autre? Oui, donc cet inventaire présente également les opérations à terme de devises avec le modèle que vous pouvez voir. Au final de l'ensemble de ces tableaux, donc on a une synthèse finale qui permet de faire un lien explicite entre le détail de l'inventaire d'une part et l'actif net d'autre part, pour qu'on voit bien qu'on est totalement cadré par rapport à ça. Et donc dans ce tableau de synthèse, on peut avoir des éléments qui viennent en plus de l'actif net et d'autres qui viennent en moins de l'actif net. Donc ces éléments sont présentés en valeur actuelle avec un signe positif quand ça augmente l'actif net et un signe négatif quand ça vient au passif.
Ensuite également, on inclut désormais au début finalement de l'annexe, en amont donc des règles et méthodes comptables, un rappel de la stratégie d'investissement du fonds. L'objet, c'est d'avoir dans les comptes annuels quelque chose qui décrit de manière complète le fonds, au moins sous un angle comptable. Avant, c'était plutôt des informations qui étaient dans le rapport de gestion, mais il nous a paru utile de les indiquer également en annexe. Donc ça sera un rappel de la stratégie d'investissement, le cas échéant, quels sont les types d'instruments financiers qui sont utilisés par le fonds, le profil d'exposition également de l'OPC. Là également, le mieux, ça sera de reprendre ces éléments directement du prospectus, éventuellement en faisant un résumé. Il faudra faire attention par contre à ne pas trop paraphraser les choses, ce qui pourrait conduire à éventuellement un sens qui pourrait être différent. On a également un tableau des éléments caractéristiques au cours des cinq derniers exercices. C'est un changement de nom pour ce tableau. Et la société de gestion pourra décider d'y présenter notamment le report unitaire du revenu net non distribué et aussi, c'est sans doute une nouveauté, des plus et moins values réalisées non distribuées. Voilà pour ce qui concerne cette présentation générale. Elena, je te repasse la parole.